à tous, bienvenue dans votre émission Sunset, l'émission qui donne un regard nouveau sur l'Afrique. Heureux de vous retrouver sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Toute équipe Sunset est prête à surfer avec vous sur la vague de la bonne humeur. Avec moi, Eva Mbala. Bonsoir Eva. Bonsoir. De quoi vas-tu nous parler ce soir? Alors, ce soir, on va parler de cette dame camerounaise qui est décédée dans un hôpital à Douala, la capitale économique du Cameroun, à l'hôpital La Quintini. Et ensuite, je vais aussi vous parler d'un constat de la hausse de consommation de cannabis chez les jeunes à Madagascar. Eh bien, c'est tout un programme, pardon. Et à côté, effectivement, Carmen Ibaguino. Alors, bonsoir Carmen. Bonsoir Roger. Alors, de quoi vas-tu nous parler ce soir? De meubles en rotin, tout simplement. Très bien. Voilà. Ok. Alors là, pour ceux qui veulent changer donc de déco, voilà, c'est l'occasion. Tu vas tout nous dire tout à l'heure. Et nous sommes en présence de Jessica Paul-Toutoum. Bonsoir Jessica. Bonsoir tout le monde. Alors Bonsoir, ce soir, tu Roger. nous parles de... Ah, si je vous dis mon coup de cœur 2015, C'est tout. On n'en saura pas plus. plus tard. Eh, c'est de la jazz tout craché, Eh, hein, carrément. n'est-ce pas? Nous sommes en présence également, celui qui va nous accompagner durant l'émission, D-Nice Pambo, président de Zorbam Productions. Il nous parlera d'un événement, la Coupe nationale des poésies urbaines, Slam, qui se tiendra le samedi 19 mars à l'Institut français du Gabon à partir de 19h30. Bonsoir D-Nice. Bonsoir. Très heureux de t'avoir sur le plateau. Le plaisir, il est partagé. Très bien. Bah, écoutez, on va lancer, les amis, on va lancer sur News Africa. News Africa, il est question de cette femme dont tu as évoqué, de 31 ans. Oui, Monique Koumateke. Et je vous laisse découvrir, mesdames et messieurs, avec nous les images de cette histoire effroyable. Nous ne pouvons pas continuer à laisser mourir des Camerounais. Il est inadmissible que ceux qui n'ont pas d'argent, que ceux qui n'ont pas à manger, que ceux qui n'ont pas à boire meurent dans nos hôpitaux. C'est fini comme ça aujourd'hui. Nous devons marcher, nous devons mobiliser, exprimer notre mécontentement. Nous ne sommes pas venus faire la guerre. Nous sommes venus montrer aux yeux du monde entier que le peuple camerounais en a marre. C'est malheureux d'autant plus que c'est une femme qui vient donner la vie, qui trouve la mort. C'est contradictoire. Il faut qu'on sache exactement ce qu'on veut. Parce que ça devient extrêmement dangereux. Ce qui arrive à cette femme, ça va nous arriver demain. Vraiment, c'est une femme courageuse. Pour moi, c'est une héroïne. Elle a trouvé une lame parce que les enfants, dans le ventre, essayaient de bousculer, ça bougeait, le ventre bougeait. Signe qu'il y avait de la vie dans le ventre, malgré que la dame avait perdu connaissance. Elle a donc pris son courage, opéré le ventre, retiré le premier enfant qui était décédé, le second qui bougeait, le temps qu'on conduise cet enfant à la salle de réanimation. Il a également perdu la vie. C'est l'indignation et la révolte à Douala, à La Quintini, à l'hôpital La Quintini, où s'est produit cette effroyable tragédie. Environ 300 personnes sont venues ce 13 mars pour manifester contre cette histoire tragique de Koumaté Monique qui a perdu la vie et perdu ses deux enfants alors qu'elle arrivait à l'hôpital à Douala. Parmi les manifestants, on voit une opposante, la présidente du CPP, qui était candidate à l'élection présidentielle de 2011 au Cameroun, Edith Kawala, qui est venue soutenir les autres manifestants pour réclamer que les choses soient rétablies par rapport à la situation de cette femme qui a perdu la vie. Au Cameroun, pendant cette situation, lorsque la jeune dame est arrivée à l'hôpital La Quintini à Douala, certaines personnes et certaines sources disent que la jeune dame qu'elle était morte, et d'autres qui disent qu'elle est arrivée et malgré qu'elle avait perdu connaissance, ses enfants bougeaient encore dans son ventre. La nièce de cette femme qui, malgré les aides-soignants de l'hôpital, sont restés là et la regardaient pendant qu'elle essayait d'ouvrir le ventre, d'éventrer sa tante qui avait perdu connaissance pour essayer de sauver les jumeaux. Malheureusement, autant pour moi, elle avait déjà perdu la vie et les enfants aussi étaient morts avec elle. À mon humble avis, une césarienne au Cameroun coûte 300 000 francs CFA. Et ce n'est pas un prix qui est à la portée de tous les Camerounais parce que dans cette situation, cette femme n'a même pas fait de visite prénatale.
Donc, elle ne savait pas dans quelles conditions elle était, ni dans quelles conditions ses bébés se trouvaient. Elle s'est juste levée pour aller accoucher et voilà. Il faudrait, à ton avis, Roger, qu'est-ce que tu penses de toute cette situation? À vrai dire, c'est un drame. Hein. Il faut effectivement, c'est un drame, c'est tragique. Effectivement. Mais c'est une affaire aussi assez complexe parce qu'il faut prendre aussi des pincettes parce que à la fois il y a eu beaucoup de versions par rapport à ce qui s'est passé. Notamment, il y a eu une note d'information qui provient donc du ministère de la Santé et vraisemblablement c'est le ministre de la Santé, donc André Mama Fouda. Effectivement, dans cette note d'information, ils disent la chose suivante. Il en ressort en tout cas que la dame Monique Koumateke est arrivée à l'hôpital de district de Nilon vers 8h50. Voilà. Et vraisemblablement, cette dernière avait déjà rendu l'âme. Elle avait déjà rendu l'âme. Et c'est là, comme on les a orientés vers autre chose, donc vers l'hôpital La Quintini, vers 10h30, tous les jeux étaient déjà faits, tout était déjà fait. Voilà. Oui, mais ça, c'est ce que le ministre de la Santé a annoncé dans sa note d'information. Mais les témoins et la famille de la jeune dame, et un peu comme on a pu suivre le reportage avec le monsieur qui parlait, qui disait qu'effectivement, au moins, même si la maman, elle était morte, les enfants dans le ventre, il y en avait un qui se débattait. Parce que la nièce, elle n'est pas folle. Elle ne s'est pas levée comme ça sur un coup de tête pour dire, bon, je vais éventrer ma tante. Mais non, c'est parce qu'elle avait espoir. Au moins, si on n'a pas pu sauver Koumaté Monique, dame Koumaté Monique, au moins, ça aurait pu sauver un des jumeaux ou bien les deux. Il était encore temps. C'est ce que j'essaye de dire, c'est qu'il était encore temps. Il y en avait au moins un qui pouvait... Très bien, mais avait-elle les compétences? Je ne sais Ben, pas. Oui, Carmen? Elle n'en avait pas. Et puis, en fait, c'est compliqué parce que ce geste, c'est un cri de désespoir, un véritable cri de désespoir. Mais encore que lorsqu'on se rend compte qu'il y a, qu'il existe plusieurs versions, c'est compliqué. On ne sait pas. Tout à l'heure, elle pouvait souligner le fait que la dame n'avait jamais mis les pieds dans un hôpital tout le temps qu'elle était enceinte. Et ça, c'est déjà compliqué. Ça, c'est pas la faute du personnel médical. Donc, c'est un peu compliqué. C'est une affaire un peu compliquée. Mais toujours est-il qu'en Afrique, c'est quand même compliqué parce que les pauvres n'ont pas droit, n'ont pas accès facilement aux soins. Parce que je crois qu'il faut déposer d'abord une caution pour pouvoir être reçu par un médecin. Donc, tout ça, c'est... Et c'est justement par rapport... En tout cas, cette affaire permet d'interpeller. Oui, d'interpeller les deux parties, autorités. effectivement, ouais. Et surtout, ce n'est pas seulement le cas au Cameroun. Je pense que dans plusieurs autres pays d'Afrique, il y a des situations comme ça qui se produisent quasiment tous les jours. Mais il faudrait peut-être, maintenant que cette situation nous a ouvert les yeux, on voit bien les manifestants avec des banderoles, plus jamais de Monique Koumateke. Ce n'est pas seulement dans le cas du Cameroun, mais partout. On en a marre à un moment donné. Il faudrait que le gouvernement, dans un premier temps, le gouvernement camerounais, parte sur un slogan, par exemple, Santé pour tous, là où il y a une création d'assurance universelle pour pouvoir accorder et donner la possibilité à tout le monde d'avoir accès aux soins médicaux. Parce que dans un peuple, au moins, c'est le minimum qu'on puisse donner à un peuple, qu'on puisse offrir à un peuple. Bien se loger. Oui, le logement, manger, voilà. se soigner. Et se soigner, parce que rien n'est primordial à la santé. Exactement. Bah, écoutez, on peut applaudir. Merci. On va poursuivre avec News Africa. Alors là, pour le coup, on passe à la consommation de cannabis. Donc la hausse de cannabis à Madagascar, ma chère Eva. C'est tout un programme. Oui, c'est tout un programme, Roger. Là, on va passer à un constat en fait, qui a été fait par le centre de cure Haro Aina à Antananarivo, la capitale de Madagascar, où il y a eu un constat de hausse de consommation chez les jeunes à Madagascar de 17 à 25 ans. Très bien. On regarde tout de suite après. Alors, le centre de cure Haro Aina à Madagascar a déclaré que 73% des jeunes âgés de 15 à 20 ans sont consommateurs de cannabis. Parmi ces consommateurs, on retrouve des collégiens et des lycéens, notamment qui fument environ 2 à 3 joints par jour, comme ils appellent les joints de cannabis. Et maintenant, les méfaits sont constatables parmi ces jeunes parce qu'il y a une dégradation de la santé mentale et du comportement. Le cannabis pousse les jeunes à des réactions violentes, des réactions poussées, dégradation dans les résultats scolaires, notamment la paresse psychologique et physique, et aussi la santé mentale.
Donc, ce centre qui est installé à Antananarivo depuis 10 ans, ils ont affirmé que chaque mois, ils reçoivent au moins 25 jeunes qui viennent soit escortés par leurs écoles ou bien par leurs parents, parce que ça devient un problème vraiment important. Vu que les élèves et les collégiens en question, les lycéens et les collégiens, il y a une baisse dans leur faculté à l'école et tout, donc voilà, ça devient un véritable problème pour eux. Ils commencent très jeunes, hein. Oui. C'est incroyable. Mais alors, c'est quoi déjà le cannabis? Il faut déjà préciser ce que c'est. En fait, le cannabis, c'est une plante qui, dès qu'elle fleurit, elle produit une substance blanche qui s'appelle le THC, oui, qui en fait... Le THC, juste pour apporter de précision, c'est la tétrahydrocannabinol. Oui, oui, justement, c'est cette substance-là en fait qui fait planer, comme le disent les jeunes. Elle fait planer, elle te met dans des sensations, tu as des sensations plus fortes. Et puis voilà, mais cette plante, elle n'a pas seulement des méfaits, parce qu'on a vu aux États-Unis, ils ont légalisé la consommation de cannabis dans 4 États, notamment le Colorado, Washington, Alaska et Oregon. Donc, on voit bien qu'elle a... Oui, ça c'est une chose, mais il faut dire aussi que la consommation, justement, cette substance que je disais, il faut que je relise, hein, tétrahydrocannabinol, se concentre dans le cerveau et altère, il faut le préciser, la perception et les sensations. Alors la question est, le cannabis, remède thérapeutique ou pas? Bien sûr que le cannabis est un remède thérapeutique puisque c'est une plante médicinale. Donc il ne faut pas aussi ignorer le fait que le cannabis est utilisé depuis déjà près de 5000 ans. Oui. Par la médecine traditionnelle chinoise et ayurvédique, voilà, si je ne me trompe pas. Donc indienne, voilà. Oui, indienne. Donc, alors, elle a bien sûr des vertus médicinales, d'accord, soulager les douleurs très fortes. Quoi d'autre? Oui, mais je t'interromps tout de suite en disant qu'elle soulage des douleurs, mais en même temps, elle soigne beaucoup de maladies, d'accord. Si elle a été utilisée depuis 5000 ans, d'accord, ce n'est pas, comment on va dire ça? Le fruit du hasard? Ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas à négliger. Oui, mais il ne faut pas aussi ignorer le fait que l'abus, c'est clair que l'abus nuit. Comme clairement l'abus à la de toute chose. Voilà. D'accord. Donc, elle a des vertus médicinales, mais aussi, il faut faire... Donc, ce qui causerait des méfaits, justement, qu'on constate dans ta chronique, c'est alors l'abus. C'est-à-dire que ces jeunes de 15 à 20 ans abusent. Non, même pas. Il faut dire seulement parce qu'elle est responsable de beaucoup de troubles psychiatriques tels que... oui, alors, vous n'êtes pas malade, mais vous consommez du cannabis. Quel effet le cannabis aura, comment dire ça, dans votre organisme? C'est ça le problème. Donc ça veut dire qu'il n'y a que les malades qui ont le droit de consommer du cannabis. Oui, parce qu'après, ça va créer ce qu'on appelle de la dépendance. Oui, mais attention. Voilà, tu deviens dépendant après, paranoïaque, tout ça. En parlant du cannabis, il y a eu des avancées technologiques au niveau de la médecine moderne. Donc il y a déjà des médicaments, justement, pour calmer les douleurs. Notamment chez les malades du cancer. C'est les malades du cancer. Mais ce n'est pas utilisé de manière pure. Naturel, il y a des rajouts, il y a d'autres substances qu'on rajoute. Le cannabis dont on parle, c'est la mortalité en Jamaïque, parce que là-bas, c'est la signe coutume. Je pense quand même que les informations concernant le cannabis, il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes. Alors j'ai une question. Faut-il alors pour vous dépénaliser donc la consommation de cannabis comme ça peut se passer en Hollande, aux Pays-Bas, avec les coffee shops? Déjà, il y a certains pays, comme tu le dis, les Pays-Bas, avec les coffee shops. Le cannabis, à cause de ses vertus médicinales. Voilà. Oui. Alors, il y en a qui ne veulent pas légaliser jusqu'à maintenant parce qu'on parle bien sûr des vertus psychotropes. Hein, oui, voilà, des vertus, voilà, donc c'est à cause de cela. Donc maintenant, ça va dépendre des autorités, ce qu'ils en pensent, comment ils voient ça. Donc, Et le fait peut-être de légaliser le cannabis pourrait peut-être permettre de réduire le trafic.
Non, au contraire. La légalisation du cannabis, d'après moi, a permis à ce que les jeunes, notamment les jeunes africains, qui regardent sur les réseaux sociaux leurs stars avec des joints par-ci, par-là, du coup, ça ne fait que les encourager. Ne faites pas ça chez vous. Donc, voilà, exactement. Ce n'est pas que je soutiens le fait qu'en ce moment, à Madagascar, il y ait une hausse de la consommation du cannabis, mais quand même, il faut souligner quelque chose. Il y a un contraste. L'alcool est un psychotrope qui est bien, plus dévastateur. Voilà, qui est largement dévastateur, aussi bien que le cannabis. C'est exposé. Oui, mais l'alcool avec abus, il faut dire que toute chose qu'on en abuse, ça devient... Pourquoi on pose la question de savoir pourquoi, quand on parle de cannabis, ça soulève autant de questions que lorsqu'on parle, par exemple, d'alcool. Parce que ça a beaucoup plus de méfaits sur la santé mentale. Ça n'a pas été prouvé. Je suis assez d'accord avec Carmen. Mais en tout cas, c'est un débat passionnel. Ce sera l'objet encore d'un autre débat. C'est formidable. Et oui, merci en tout cas. On va passer à l'Afrique qui gagne. Parle, plume d'un peuple déplu, mais va, pars, crions, croyons qu'on peut, croyons avec nos crayons, croyons au pas de la liberté, croyons aux mots qui soignent les mots, croyons aux maudits et plus à ces maudits. On m'a dit, mais qu'est-ce que toi tu dis? Parce que moi je te dis, 19 mars, à l'Institut français du Gabon, Coupe nationale de slam. Les amoureux du verbe vont s'affronter sur un ring de cordes poétiques. Venez, ce sera du Never See. Didier Tanguy, champion du Gabon et vice-champion du monde pour vous. Pra! De retour sur le plateau Sunset, nous sommes en présence de D-Nice Pambo, président de Zorbam Productions. Il vient nous parler donc d'un événement, la Coupe nationale des poésies urbaine, dite slam, qui se tiendra le samedi 19 mars à l'Institut français du Gabon à partir de 19h30. Bonsoir D-Nice, merci d'être parmi nous. Merci à vous aussi de m'avoir reçu. Alors D-Nice, qu'est-ce que c'est que la poésie slam? Pour nous édifier un peu sur ce qu'on entend de cette fameuse poésie urbaine, qu'est-ce que c'est? Déjà, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a plusieurs définitions. Mais la définition la plus facile qui puisse permettre aux Gabonais lambda qui nous suivent de comprendre c'est quoi la poésie slam. La poésie slam, c'est un texte qui est écrit pour être déclamé devant un public. Simple. Donc, on écrit pour que ça soit dit devant un public. Donc, c'est différent du poème de Victor Hugo ou de Lamartine, donc, qui est un texte mort parce qu'il n'est vu que quand il y a cours ou quand le professeur met ce texte-là en programme. Alors, parle-nous un peu de cet événement. Eh oui, c'est la Coupe nationale des poésies urbaines. Tu peux nous en dire un peu plus? La poésie, ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut retenir que ça date de 2008. C'est 2008 qu'on a commencé, grâce à un partenariat avec l'Institut français et la Fédération française d'Islam, qui était représentée par son président Pilote Lehot. Et comme il a vu qu'au Gabon, il y avait un engouement par rapport à la poésie slam, et on a signé un partenariat qui puisse nous permettre d'envoyer chaque année un représentant à la Coupe du Monde Islam en France. D'accord. Alors c'est un événement annuel? C'est un événement annuel, oui. Okay. Nous sommes à la 8e édition. À la 8e édition. Ouais. Si mes souvenirs sont bons, l'année dernière, je crois, c'est un Mr. Will qui a remporté. Mr. Will, oui. D'accord. Mais qu'est-ce qu'il gagne, en fait, au final, le vainqueur? Justement, il a un billet. Je ne sais pas, moi. Il a un billet pour aller en France, pour compétir à cet événement. Et il est nourri, logé, transporté. Voilà. Non, il a un billet, hein. Il ne va pas en NBA. Ok. Ce qu'il faut dire, c'est que l'événement qu'on organise au Gabon, c'est un tremplin. Ça permet de faire connaître un bon nombre de slameurs. Je vous parlerai par exemple du Wise,
qui était champion, je crois, en 2011, si mes souvenirs sont bons. On a eu, là, vous avez vu tout à l'heure Didier Tanguy, qui est arrivé carrément à la 2e place, vice-champion du monde en 2013. Donc, c'est pour vous montrer la force de la poésie. Alors donc, si je comprends bien, ici, c'est une sorte de présélection. Présélection. Et la finale, oui. En France, c'est ça? Non. Il y a certains pays. Oui. Ce qu'il faut d'abord retenir, c'est qu'au début, le Gabon était le seul pays africain qui était représenté. Maintenant, on retrouve un certain nombre de pays. Chaque pays envoie son champion. Pour des joutes internationales où on retrouve des Canadiens, des Américains, des Danois, des Français, des Mauritaniens, des Suisses, etc. Alors on va découvrir en tout cas la Coupe nationale de l'année dernière, voilà, justement avec Mr. Will. On regarde, on revient tout de suite après. Pour qu'à jamais vive le slam. Il est dit que politiquement, ce qu'il pense, il ne le dit pas. Ce qu'il dit, il ne le pense pas. Ce qu'il fait, il ne le dit pas. Et ce qu'il dit, il ne le fait pas, car politiquement... Pour commencer, leurs projets sont bourrés d'illusions. Pas besoin de citer de nom, vous savez à qui je fais allusion. À chacun de leurs mandats, on se rend compte que ce sont des véreux. Mais à chaque élection, on s'empresse de courir vers eux. Avec eux, rien ne se passe comme promis. C'est normal, puisqu'ils passent leur temps à faire des compromis. Ils prétendent agir pour notre bien, mais dans le fond, ils le font pour préserver leur bien. Un nouvel espoir vient de se lever dans la voûte. C'est bientôt l'heure de la joute qui nous envoûte et nous déroute. C'est le concours le plus attendu de par son étendue. L'atmosphère est détendue et on fait face à des tendures. On puise beaucoup d'inspiration pour préparer nos 10 textes dits. Destroy le dit, ce sont des textes écrits avant d'être des textes dits. Pour ne pas paraître à l'ouest, on fait face à l'est. Étant habile comme le moleste, les molestes, on ne se vante pas, on est modeste et aussi bon que le mot best. Au moment du concours, la salle se remplit. Soir séant vivra ou non un rêve accompli, on se met à genoux, donc on prie. Dans la salle, on peut apercevoir et percevoir les voix des gens venus nous supporter. C'est leur présence sur nos épaules qu'on aura supporté. Emporté par un mouvement de foule, le présentateur fait face à la foule. En coulisses, on se défoule. On essaie de rester cool vu que le stress nous fout les boules. Le stress agresse chaque participant. Pressé d'en finir, on se demande mais qu'on part d'ici quand? Il ne tue pas mais on ne s'y habitue pas. Frère, t'es un menteur si tu me dis qu'il ne t'habite pas. Mobomofu, le colporteur des nouvelles, est à Okui le seul des mortels capable de faire à sa guise des allers-retours entre chez lui et Ngong, le pays des immortels. Cette activité, c'est-à-dire informer, divertir et éduquer l'ensemble des contrées et des communautés, fait de lui un être humain plutôt privilégié, car son rôle est capital. Il parcourt le monde entier pour diffuser des informations d'ordre général. Les deux pôles, en passant par l'axe équatorial, tout le monde s'accorde à dire que c'est un grand reporter et un vrai envoyé spécial. On dit qu'il a la rhétorique du parfait journaliste qui dénonce un plan d'austérité et aime à raconter des histoires fantastiques, mais qui ont toujours une part de vérité. Seulement, voilà, depuis un certain temps, les lèvres de Wowof ou de l'esprit de répit, le pauvre n'a plus de repos, s'élève lui mettre au défi de dévoiler tous ses défauts, si et seulement si il ose demander une énième fois à sa bouche de cette terre où il fait la langue de bois. Vous me direz finalement de quoi s'agit-il? Il s'agit d'une violation grave de la loi morale et civile, et Wowof le répète sans cesse, il le déclare dans tout le nord-est, il parle de ce drôle de phénomène que les peuplades d'Okui connaissent, il le répète sans cesse aux guerriers, aux autorités et même à son Altesse. Pour lui, il faut que le chef chasse son conseiller acolyte actuel, car c'est un charlatan, un assassin, un vrai criminel, pour qu'enfin cesse tous les crimes. Eh oui, c'était la Coupe nationale donc de poésie slam, de poésie urbaine en tout cas, le slam de l'année dernière. Alors ma question est-ce que Mr. Will, le champion de 2015, va-t-il remettre son titre en jeu ou pas? Ça, je ne sais pas. C'est la surprise. J'ai constaté malheureusement que la plupart des champions ne reviennent pas. Le seul qui a osé le faire, c'est le Wise. Je ne sais pas pourquoi. Mais alors, sous quels critères sont-ils jugés? Il y a quelques critères. Il faut dire déjà à l'origine, le slam n'a pas de critères. Le texte, il est écrit, que ça peut être en vers ou en prose. Et on ne respecte pas la poésie classique.
Donc les versifications, on ne respecte pas ça. Quand on demande aux membres du jury de donner des notes aux différents candidats, on tient compte de la diction, donc bien prononcer les mots. On tient compte déjà du texte, la qualité du texte. On tient compte de la présence sur scène parce que nous, on veut des gens qui bougent, qui, à travers les gestes, peut-être montrer, décrire le texte. Il faut faire vivre justement ce texte-là. Il y a aussi la relation qu'il y a entre le poète et le public, ce qu'on appelle souvent l'interactivité. D'accord, ça sort comme ça sort. Ça sort. Carmen? Non, en fait, moi, la question que je voulais poser, c'était de savoir, il y avait combien de styles, mais bon, il avait déjà répondu à cette question. Combien de styles par rapport à quoi? Il y a plusieurs styles dans la... Non, non, c'est libre. Voilà, les thèmes sont variés, les styles sont variés. Voilà, là, vous avez vu, par exemple, le chef est là, les styles sont variés. Voilà, il avait déjà répondu à la question. Est-ce qu'il y a déjà eu une femme qui a... Oui, il y avait une femme, il y a une femme, Ariel, elle était championne, je pense, en 2013. Une seule? Oui, elle était championne. Elle était... Les femmes, elles aiment toujours s'auto-censurer, donc ça c'est connu un peu partout. Oui, mais dans un monde de machos... Oh, justement, moi, ailleurs, il y a beaucoup de femmes. Ma question à moi, c'était de savoir justement s'il n'y a que les hommes qui pratiquent le slam. Non, non, tout le monde pratique le slam. Combien de femmes environ les femmes, les hommes, de 7 ans à 77 ans. Malheureusement, ce que je constate, c'est qu'en Afrique, c'est plus les jeunes qui pratiquent le slam. Mais ailleurs, c'est plus des gens un peu plus âgés. Okay. Très bien. Alors, nous sommes en présence toujours de D-Nice Pambo, président de Zorbam Productions. Donc, il est venu nous parler, en tout cas, il est là pour nous parler de la Coupe nationale des poésies urbaines, donc dite slam. L'événement se tiendra donc demain, samedi 19 mars, à partir de 19h30. J'ai un cadeau pour vous. Ah, c'est gentil. On peut applaudir. Tu restes avec nous, mon cher D-Nice. Tu restes, on y sera de toute façon, ça c'est clair. Tu restes avec nous. On va passer donc à Jess People. Alors ma chère Jess, il est question donc d'un pianiste, ton coup de cœur de 2015. Mon coup de cœur 2015, donc Landry Onguélé. Mais avant d'en dire plus, je vous invite à regarder cette vidéo. Bonsoir à tous, c'est Jess People. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, je vous parlais de mon coup de cœur, qui est le pianiste Danny-Flore Bachelis. Écoutez, ce soir, je vous entraîne dans son monde. Suivez-moi. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va très bien. Et vous? Ça va bien, merci. Je suis Landry Onguélé, auteur, compositeur, arrangeur, pianiste de formation. Donc je fais un gros coucou à mon public, au public des Sunset, qui est une fabuleuse émission. Et je vous encourage. Merci. Et merci pour le déplacement. Merci, merci. Voilà, Landry Onguélé, né à Port-Gentil un 3 août. Il fait ses premiers pas dans la fanfare du collège Rapanda en tant que clavier. De 1996 à 1997,
Évoluant dans cette même fanfare, il postulait déjà pour un poste dans l'orchestre du même collège. Donc, il fut admis, après avoir réussi ses tests, dans l'orchestre en tant que chef d'orchestre adjoint et clavier. De 1997 à 1999, il évoluait dans plusieurs orchestres donc, à Port-Gentil. En 2000, il décide de venir à Libreville et rejoint l'orchestre du célèbre chanteur gabonais Vikos Ekondo, le Tandima, en tant que directeur artistique et arrangeur. De là, il réalise l'album Lost Voices du même chanteur, donc Vikos Ekondo. Repéré en 2003 par M. Pierre Claver Akedengue, qui lui propose d'intégrer son équipe, il accepte et occupe le poste de chef d'orchestre. En 2004, il obtient un contrat avec les studios Marcadet en France et décide de s'y installer. On le retrouve alors dans plusieurs collaborations avec plusieurs artistes de renom tels que Singila, Gage, Marvin, Milka, Kim, Lincha. Il est d'ailleurs chef d'orchestre du très célèbre chanteur Mori Kanté. Ah ouais. Voilà, et a créé sa propre boîte, Angels Production, qui a d'ailleurs réalisé le nouvel album de Anifor Bachelilis, À l'angle de mon être. Exactement, l'album qui est ici avec moi. Anifor Bachelilis, la belle Aniflore, qui est en tournée provinciale dans tout le Gabon. Exact. Voilà. On peut déjà applaudir, oui. Landry Onguélé, oui, j'ai vu que cette interview était... c'était caliente. C'était caliente. J'ai eu le privilège de l'avoir pour moi toute seule. N'est-ce pas? Très tamisé, c'était très beau, c'était sympa. Voilà. Autant certains jouent du piano debout, lui, il joue du piano assis. C'est formidable, comme dit la chanson. N'est-ce pas? Exactement. Alors, qu'est-ce que ça t'a fait de rencontrer cet artiste? Parce que moi, je pense que tu étais là. Le premier concert d'Aniflore. Non, grand moment. Surtout quand il y a eu cet échange, sorte de battle avec le guitariste Joachim, que je salue au passage. Très grand moment. C'était vraiment un pur moment. Ah oui, il fait quoi? De l'afro-ethnique comment ça s'appelle? Non, pas l'afrobeat. Il a un style bien particulier. Non? Tu me poses une colle. Excuse-moi. Excuse-moi. Tu voulais réagir? Bah ouais, juste pour dire que franchement, j'aime beaucoup ce qu'il fait, il est vraiment doué. Oui, quand il jouait tout à l'heure sur son piano, on aurait dit un peu de jazz et tout, c'était cool. Il a plusieurs influences. Il a plusieurs influences. En même temps, il est auteur, compositeur, arrangeur, pianiste. Non, il est très doué. Plusieurs cordes à son arc. D-Nice, tu connais l'artiste? Juste entendu le nom, je ne connais pas vraiment. Carmen? Tu ne connais pas? Si, parce que Landry Onguélé avec Landry Fouta lorsqu'il dans mais tu n'avais pas de visage sur le nom. Pas du tout. Maintenant, je ne le connaissais pas aussi. Alors, on rappelle son nom? Landry Onguélé. D'accord. PDG de Angels Production. Très bien. Et donc, il accompagne au piano la belle Aniflore Bachelilis. On lui fait plein de bisous, Aniflore Bachelilis. Voilà, petit clin d'œil, on peut applaudir. Merci ma chère Jess. Alors pour le coup, on va... Et oui, vous n'êtes pas sans savoir que sur le continent, il se passe beaucoup de choses, notamment en termes d'élections présidentielles. Et oui, et on en a parlé. C'est notre chère Rona Charline Mouin-Condé qui n'est pas là, mais elle n'est jamais bien loin. Et oui, elle a posé sa voix, et pas des moindres, et quelle voix. On regarde, on revient tout de suite après. Au Congo-Brazzaville, la campagne électorale sera clôturée le 18 mars. Il y a 9 candidats en lice pour ce scrutin. Au Niger, le candidat de l'opposition, Ama Amadou, qui était en prison lors du premier tour du scrutin, a été évacué ce 16 mars à Paris en France dans un avion médicalisé. Au Bénin, le second tour de la présidentielle, c'est dimanche. Il opposera le Premier ministre Lionel Zinsou, sorti vainqueur du premier tour, à l'homme d'affaires Patrice Talon, avec qui l'écart est mince. Patrice Talon a reçu le soutien d'une vingtaine de candidats réunis au sein de la coalition de rupture
et Lionel Zinsou a répondu avec un communiqué sur sa page Facebook. En RCA, une partie des résultats de l'élection législative a été annulée pour cause de fraude. L'élection de 45 députés sur 140 a été, elle, validée. Au Gabon, les candidatures pour la course à la présidentielle se précisent. Après Jean Ping, Pierre Claver Maranga Moussavou, le président Ali Bongo Ondimba a été investi par son parti le 12 mars dernier à Libreville. L'ancien Premier ministre du Gabon, sous son magistère Raymond Dong Sima, vient clôturer cette semaine de manifestations politiques. Et oui, donc les élections, donc un peu partout dans le pays. Voilà, ça c'est chose faite. Et sachez que vous allez retrouver cette rubrique de temps en temps dans l'émission. On passe à la rétro. 16 personnes au moins sont mortes à Grand-Bassam, station balnéaire située à une vingtaine de kilomètres d'Abidjan lors d'une attaque par un commando. Après la Tunisie, l'Égypte, le Mali et le Burkina Faso, c'est ce site touristique bien connu comme lieu de détente par les footballeurs qui a été la cible d'une violente attaque ce 13 mars. Condoléances aux familles des victimes de cet acte barbare, a réagi Didier Drogba sur son compte Twitter. L'attaquant de l'Impact Montréal publie également une image exprimant la solidarité entre Bassam et Ankara en Turquie, autre ville ciblée par des attaques, ce dimanche qui aurait fait au moins 30 morts. Du côté de Londres, le milieu de terrain de Manchester City, Yaya Touré, n'est pas en reste sur sa page Facebook. Il a déclaré, je cite, « C'est la mort dans l'âme que j'ai appris la tragédie qu'a connue mon pays dimanche après-midi. Je dis yako à toutes les familles endeuillées et j'apporte soutien et réconfort à la population ivoirienne. » Le défenseur Serge Aurier, sur la réserve médiatique suite à un dérapage sur les réseaux sociaux, a publié un message sur son compte Twitter. Il dit « Que Dieu protège mon pays, hommage aux familles des victimes. » Le gardien de but Kopa Barry, de son côté, se dit choqué après cette attaque dans un lieu où il s'est parfois rendu en famille. Le champion d'Afrique 2015 au micro de Radio France Internationale appelle son peuple à être solidaire. Enfin, à l'image des attaquants Wilfried Bony et Gervinho, nombreux sont ceux qui relaient cette image avec la devise « Priez pour Bassam ». De retour sur le plateau Sunset, en effet, ce dimanche 13 mars, un dimanche vraiment sous le signe de l'horreur finalement, voilà, avec cette attaque revendiquée par des djihadistes, hein, voilà, AQMI, Al-Qaïda au Maghreb. Al-Qaïda du Maghreb islamiste, effectivement. Et à cet effet, en tout cas, il y a des sportifs qui se sont, comme on a pu le voir, qui se sont mobilisés pour condamner fermement ce type d'exaction, cet attentat en tout cas. Ces actes barbares là. Oui, cette barbarie, il faut le dire, n'ayons pas peur des mots. Tu voulais rajouter quelque chose, ma chère Eva? Oui, hier sur Africa 24 a annoncé que le gouvernement ivoirien prévoit de donner 300 millions de francs CFA aux artisans de Grand-Bassam pour les soutenir et pour soutenir l'économie à Grand-Bassam. Parce qu'il faut le dire, cette ville, c'était une ville assez touristique, assez visitée par des gens d'un peu partout. Pas seulement des Africains, mais il y avait tout le monde qui venait parce que c'était un endroit paisible. Et je pense que d'ailleurs, les footballeurs, ils se sont mobilisés pour soutenir cet attentat-là, pour dire non à ce genre d'attentat. Parce que comme Kopa Barry, lui, il passait des vacances là-bas souvent avec sa famille et penser se retrouver dans ce genre de situation, ça fait peur. Exactement. Donc, voilà. Alors là, pour le coup, ça nous fait rappeler les drames qui se sont déroulés également au Mali. Oui. Donc voilà, donc au Burkina un peu Faso, partout en Afrique, au Nigeria. Exactement, exactement. Et surtout qu'on a pu dénombrer lors de ces attaques plus de 14 civils. Hein, plus de 14 civils. Oui, le bilan s'est alourdi parce que maintenant ils annoncent la mort de 20 personnes, et une trentaine de blessés. C'est incroyable, quoi. Carmen? C'est déjà une bonne chose que les sportifs ivoiriens soutiennent, comment dire... En alerte. Pardon? En alerte, tu veux dire. Se mobilisent. Se mobilisent pour comment dire ça, soutenir comment dire
Moi, je vais appeler ça... pour soutenir les familles déjà. Les familles, voilà. Les familles endeuillées. Voilà. Et donc, il n'y a pas que les footballeurs. Tout le monde doit s'y mettre. Oui, parce qu'il y a même, les hommes politiques, hein, des hommes politiques, les présidents d'autres pays, les pays voisins et autres, en tout cas du continent. Tout le monde s'est mobilisé pour condamner fermement ces attentats. Oui, oui. Tu voulais ajouter quoi? Dinaïs, tu voulais peut-être réagir par rapport à cela? Ce que je veux dire, c'est que cette situation arrive justement à cause des politiques, souvent. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut combattre la pauvreté, il faut faciliter les gens en termes de crédit, tout ça, parce que c'est le sous-développement qui pousse les gens à faire ça. Dès qu'il y a des inégalités, on se retrouve dans des situations comme ça. Et ce sont des innocents qui meurent, qui partent. C'est toujours les innocents qui périssent dans mais après, même malgré les inégalités, ça ne cautionne pas le fait de devoir ôter la vie d'autant de personnes. On est déjà à des milliers de pertes un peu partout en Afrique avec toutes ces revendications qui, au final, on se rend compte qu'elles n'ont pas beaucoup de sens. Il faudrait quand même qu'on arrête. Ce n'est pas par la violence qu'on résout un certain nombre de problèmes. Oui, dans un monde meilleur, ce serait acceptable, mais que veux-tu? Soit. Enfin, en tout cas, ce qu'on pourrait dire par rapport à ça, on souhaite, nous aussi, à notre niveau, on apporte notre soutien comme on peut à ces familles endeuillées. Voilà. Et ouais, c'est assez tragique en effet. Merci, merci. On va passer à Lifestyle, mais avant, nous allons nous quitter. Du moins, nous allons nous quitter. C'est Dinaïs qui va nous quitter, pardon. Ah et bon, oui, c'est vraiment l'émotion. Dinaïs Pambo, je le rappelle, président de Zorban Productions. Donc c'est demain pour cet événement, la Coupe nationale des poésies urbaines. C'est demain, oui. C'est demain, 19 mars, à partir de 19h30 à l'Institut français du Gabon. Merci encore, Dinaïs. Je tiens à rappeler ton frère, Amoine Pambo, qu'on a reçu. Et oui, petit clin d'œil à Amoine. Je sais qu'il nous regarde, car il est auteur de Bourgeon, un super bouquin aux éditions La Doxa. Alors, un petit coucou donc à Amoine Pambo. Merci encore, Dinaïs, pour tout ce que tu fais. Continue et on se revoit très bientôt. De toute façon, demain, on y sera. On peut t'applaudir. On passe à Lifestyle. Bienvenue dans Lifestyle. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux meubles en rotin, un style de décoration esprit nature. Alors pour cela, nous allons à la rencontre de Solo, qui est un responsable de cet atelier. C'est parti. Bonjour Solo. Bonjour. Alors vous êtes le responsable, sinon l'un des responsables de cet atelier. Oui. Alors dites-nous un peu combien de temps vous faites ce métier? Ça fait quand même un peu longtemps, depuis plus de 20 ans. Depuis plus de 20 ans? Oui. D'accord. Pas seulement ici, mais au début jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà plus de 20 ans. Alors là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je suis en train de mettre le vernis sur un canapé. D'accord. C'est une commande? Oui, c'est une commande. Vous devrez livrer maintenant? Dans quelques jours, oui. D'accord. Alors, dites-nous un peu, combien de temps cela peut vous faire pour réaliser un canapé comme celui-ci ou alors celui qui est là juste devant? Un salon, par exemple, 2 fauteuils plus un canapé. Oui. Pour le fabriquer, il faut 2 semaines environ. 2 semaines environ? Oui, Est-ce qu'on peut s'intéresser à celui qui est devant là? Oui, évidemment. Alors celui-là, moi je l'aime bien. Oui. Alors combien de temps il faut pour réaliser ce canapé? Juste le canapé? Oui. 10 jours environ. 10 jours? Oui. D'accord. Et si on ajoute les 2 fauteuils, on va dans presque 20 jours par là. 20 jours? Oui. D'accord. Alors à part les salons, qu'est-ce que vous réalisez d'autre ici? On fait par exemple les meubles, l'armoire à linge, ou les étagères, ou encore les commodes, beaucoup d'autres choses que je ne peux pas tout citer là. Alors là, je vois des fauteuils, là, c'est vous qui les habillez? Oui, oui, venez vous asseoir un peu, on va l'expliquer.
D'accord, merci. Voilà, on est bien assis. Alors, donc, je posais la question de savoir, donc c'est le même fauteuil. Oui, oui. Donc, vous dites que vous avez un tapissier ici. Oui, pour la fabrication des coussins. Nous avons un tapissier sur place qui s'occupe de la couture. De tout ça. Donc, si chez moi, j'ai des fauteuils que je veux rhabiller, vous pouvez aussi le faire. Je peux venir avec la mousse et puis vous habiller. Oui, bien sûr. Oui, vous amenez la mousse, soit vos anciens coussins, soit vous venez directement et le tapissier va voir le modèle que vous avez sur place. Vous pouvez réaliser des nouveaux coussins ou juste changer le tissu aussi. Ben, merci beaucoup Solo, merci de nous avoir reçus ici sur votre atelier. D'accord. Et là on pourra aller regarder ce que l'un des artisans fait. Oui, oui, allons-y. Vous voyez un artisan en train de travailler là? Oui. D'accord. Bonjour Marco. Bonjour madame. Alors vous êtes l'un des responsables de cet atelier. Alors qu'est-ce que vous êtes en train de faire en ce moment? Je suis en train de fabriquer une table pour ordinateur. Une table pour ordinateur. Il y a beaucoup de demandes comme ça, des tables pour ordinateur de ce genre? Bah oui, pas trop, mais en tout cas, il y a des gens qui demandent ça. D'accord. Et là, ça vous a pris combien de jours? Vous êtes en train de finir? Oui, oui, j'ai commencé ça ce matin. Ce matin? Oui. Seulement donc, ce matin? Oui. Waouh. Donc, je dois finir ça d'ici 16 h. D'accord. Ok. Bon, ben, merci beaucoup. Ok, merci madame. Magnifique ce style de décoration, esprit nature. Si vous aussi, vous avez besoin de changer votre intérieur, n'hésitez surtout pas parce que naturel ou teinté, le rotin donne du caractère à la décoration. Alors on se donne rendez-vous pour un autre numéro de Lifestyle. Roger, c'est à toi. De retour sur le plateau Sunset. Alors, ma chère Carmen, des meubles en rotin. Voilà, des meubles en rotin. Donc, juste pour dire que les meubles en rotin, ce n'est pas ringard du tout. Donc, si vous voulez changer votre intérieur, vous pouvez vous faire fabriquer de nouveaux meubles, hein, que ce soit, comment dire ça, une armoire à linge, d'accord, en rotin, ça peut se faire. Un salon, d'accord. Tout ce que vous voulez, d'accord, tout ce que vous voulez. Donc, c'est pas du tout ringard. Il suffit juste d'avoir un peu, comment dire ça? D'originalité. Voilà, un peu d'originalité. D'accord, parce qu'on a pu voir dans le reportage le tissu. Il faut choisir simplement son tissu. Une oui, fois que le meuble est fait. Vous avez le choix. Tissu ça un peu plus moderne, design, oui, un peu plus moderne. Zébré, en panthère. Tout ce que tu veux, en fait. En panthère. Tout ce que tu veux. Donc, tout ce que tu veux. Donc, ça dépend si vous aimez le rose, le bleu. Ça dépend des couleurs que vous voulez dans votre salon, dans votre cuisine. Ça dépend de la décoration que vous aimez parce qu'il faut dire que là, on est dans une décoration esprit nature. Voilà. D'accord. Et il y a plusieurs décorations. On a des décorations épurées, cosy, contemporaines, des trucs, ce genre de choses. Mais là, on est dans une décoration esprit nature. Donc, si vous aimez le rotin, pourquoi pas changer des meubles en bois. Très bien. Avant de passer la parole aux camarades, là, nous sommes en présence de Edna Maïko, s'il vous plaît. Edna Maïko, qu'on va retrouver tout à l'heure, hein, tout de suite après, pour sa rubrique Tostanco. Elle nous a mijoté, voire mitonné. Hein, quelque chose. N'est-ce pas, quelque chose. Alors, qui est fan de rotin ici? Voilà, est-ce que chez vous, vous avez des meubles en rotin ou peut-être la famille, je ne sais pas. Jess? Non, pas de rotin chez moi, malheureusement. Est-ce que tu es fan de rotin? Je ne suis pas fan, mais voilà, j'aime bien, mais d'accord, je suis pas on a compris. Hein. T'énerve pas, ma chérie. Excuse-nous. Okay. Moi, j'aurais une question à poser à Carmen. Excuse-moi. C'est en fait le rotin. Est-ce que il dure? Bien sûr. Au niveau, ok. Bien sûr, il dure. Lorsqu'il est bien entretenu, d'accord. Il faut savoir que les meubles, c'est comme ça se nettoie, ça a besoin d'entretien. Donc oui, ça dure. Or, moi, quand même, ça peut faire au moins 10 ans quand même. Oh, mais c'est bien. C'est un bon investissement quand même. Oui, un très bon investissement. En tout cas, c'est bon à savoir. Merci. L'adresse où on peut trouver ces juste à la montée de lui. Juste à la montée de lui. D'accord, très bien. On peut applaudir. Bravo en tout cas pour
le travail de ces artisans, c'est vrai, il faut les encourager. Alors oui, c'est l'artisanat de chez nous. C'est important d'encourager tous ces artisans. Ça peut aussi créer des vocations. N'oublions pas. Voilà, l'État-providence, c'est fini. On va passer à Tostanko. Eh oui, on va passer au Becto. Eh oui, c'est maintenant. La meilleure partie. Ah ben c'est gentil. Alors, ma chère Edna. Le Tostanko, je vous ai fait des Quad Sisters. Bon. Ouais. Ok. Bon, il y a Roger qui me demandait si c'était le nom d'un groupe. Non, c'est pas le nom d'un groupe. C'est... Mais si elles veulent vraiment un nom, et non qu'à le prendre, il n'y a pas de problème, ça passe très bien. Les Quad Sisters sont des bons goûters qu'on peut faire pour des enfants, pour aller à l'école, et assez facile à réaliser. Et si on a besoin d'aide, on peut bien faire participer toute la famille, surtout les petites filles, là, elles vont beaucoup aimer. D'abord, pour la réalisation, il vous faut 800 g de farine tamisée, 225 g de sucre de canne, qui est différent du sucre blanc parce qu'il est roux, 125 g de beurre, un sachet de levure sèche, différente de la levure chimique, parce que la levure sèche, elle est en grains. C'est levure boulangère. Exactement. 2 œufs, 250 ml de lait, une cuillère de zeste d'orange, une cuillère de cannelle moulue, une cuillère de muscade moulue et une cuillère de sel. Et bien sûr du papier cuisson. Pour commencer, il faut d'abord que vous mesurez tout dès le départ, parce que ça va très vite, ça s'enchaîne et ça se passe en 4 étapes. D'abord, la première étape est de faire bouillir. Vous faites bouillir du lait, la cassonade, le sel et du beurre. Après, vous laissez tiédir. Le problème, c'est que beaucoup vont demander où on trouve la cassonade. C'est compliqué. C'est compliqué parce que moi-même, je peux le dire, je n'ai pas trouvé la cassonade, j'ai fait avec. Ok. Donc, arrête, Roger. La deuxième étape, vous prenez 25 g de sucre et vous le faites mélanger avec de la levure sèche, 125 ml d'eau, d'eau tiède bien sûr, les œufs, les zestes d'orange, la muscade et la moitié de la farine. Vous mélangez tout ça jusqu'à ce que ça fasse une pâte, mais rajoutez quand même la deuxième partie de la deuxième moitié de farine et vous laissez reposer pendant 10 minutes. Vous pétrissez d'abord pendant 10 minutes et vous la laissez reposer pendant 45 minutes, le temps qu'elle monte, parce qu'elle va vraiment monter. Ouais. Oui, elle va monter, oui. Ok, d'accord, elle va monter. Bien sûr, à l'abri des courants d'air. L'endroit bien pour faire monter une pâte, c'est dans le four. C'est dans quoi? Dans le four, avec un torchon propre dessus. Bien sûr, un petit peu mouillé. La troisième étape, c'est après les 45 minutes, vous devez diviser la pâte en 2, ok? Ah, c'est pas cool ça. Vous divisez la pâte en 2, vous l'étalez et vous coupez des bandes, le nombre de bandes que vous voulez. De bandes Les bandes. D'accord. Ok. Vous les découpez et vous prenez 2 bandes, soit 3 bandes, vous faites comme vous voulez. Ça fait beaucoup de bandes, tout de même. Oui, je sais, Roger. Vous les tressez. Bon, d'autres vont faire des torsades, d'autres vont faire... Pas trop torsadé non plus. Ça dépend de ce que vous voulez. Ok. Roger, la prochaine fois que tu fais ça, je te jure. La prochaine fois, je passe à la casserole, c'est ça? Ouais. Ou au grill. Et la quatrième étape est de faire cuire les Quack Sisters dans de l'huile bien chaude. Bien chaude en quelques minutes. Et après, vous les posez sur un papier absorbant pour que la graisse descende bien. Et après, vous les mettez à... Comment on appelle ça? Ça va venir. On les met comment? Non, vous les faites tremper. Vous les faites tremper pendant... Ça dépend de l'heure que vous voulez, parce que si vous voulez bien humide ou bien mouillé, bien mouillé, vous mangez ça comme vous voulez. Humide, ça m'allait aussi. Oui, on le fait tremper, on les fait tremper dans de l'eau bouillante avec 200 g de sucre et de la cannelle. Très bien. Ah, d'accord. On peut t'applaudir? Est-ce qu'on peut goûter? On peut goûter? Oui, on peut goûter. On peut goûter. Tu vas faire un truc, c'est qu'on va passer la boire à Jessica parce que j'ai pas envie que Roger mange ça en premier. Aïe, aïe, aïe. Il m'embête là. C'est surtout parce qu'il avait faim. Incroyable. Pendant qu'on mange, voilà, j'entends le son de la semaine qui sonne le glas de cette émission. Et oui, le temps pour moi de remercier notre invité, D-Nice Pambo, président de Zorbam Productions. Il est venu nous parler de cet événement, la Coupe nationale des poésies urbaines, Slam, qui se tiendra demain, samedi 19 mars, à partir de 19h30, à l'Institut français du Gabon. Merci à mes compères. Eh oui, Eva, Edna,
Jessica et Carmen. Et je fais un gros bisou, nous faisons un gros bisou à Charline, à Rona Charline, bien entendu. Merci à l'ensemble technique, Chazando à la réalisation. Merci à Nick, qui est toujours dans l'ombre, Nick est là, bien entendu. Merci à Wawa, et oui, qui est aussi à la régie vidéo. Merci à j'oublie, comment s'appelle-t-il? Alors, notre ami Denis Idriss. Eh oui, Idriss, bien entendu. Eh oui, merci à vous, chers téléspectateurs, qui êtes nombreux à nous regarder de plus en plus fidèles à Canal 7, votre chaîne panafricaine. Et n'oubliez pas, la télé, c'est que du bonheur. À la semaine prochaine, merci. Veulent mon échec, me souhaite la misère, et voilà mon problème. Je suis allé à Kinshasa, j'ai trop souffert. Je suis allé à Brazzaville, j'ai trop souffert. Je suis allé à Bangui, j'ai trop souffert. Ceux qui ignorent me disent tout haut, tu n'es pas chez toi. De retour à N'Djamena, ma capitale. Les jaloux saboteurs aux yeux de crocodile veulent mon échec, souhaitent ma misère.